Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que tout fonctionne bien pour vous, que vous me voyez bien aussi. Du coup, je vous invite à m'inscrire dans le chat que vous avez à droite de votre écran, euh, si tout fonctionne bien pour vous et si tout est OK, avant d'aller plus loin. Ça a d'être OK a priori. Super, merci. Bonjour à tous. Très bien, mais écoutez, du coup, là, maintenant que je suis sûr qu'on m'entend, je vais pouvoir aller plus loin. Donc, merci de nous rejoindre. On va avoir d'autres participants qui nous rejoindront en cours de route. Nous, on va commencer sans plus attendre. Il est 13h31. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Chauveau. Je suis expert comptable et CEO de Ça compte pour moi, qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Voilà, je vais faire dérouler normalement de voir mon écran maintenant. Donc là, on va en avoir pour 45 minutes à peu près, je pense. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble donc, les pièges à éviter lorsqu'on crée une entreprise. Donc, on va un petit peu dérouler, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a certains aspects où ça mériterait un webinaire entier, comme le choix du statut juridique. Mais en tout cas, on va dérouler un peu voilà, tous les points critiques quand on crée une entreprise sur lesquels il faut faire attention. Euh, je sais pas, non, je le sommerai encore après. Donc, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça compte pour moi. On est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc, on va faire tout ce que fait un cabinet d'expertise comptable tel qu'on peut l'entendre habituellement. Donc, bien sûr, de la comptabilité, des bilans comptables, des liasses fiscales, des déclarations de TVA, des bulletins de paye, des déclarations sociales, des formalités juridiques, tout l'accompagnement et le conseil qui vont autour de toutes ces missions-là, avec l'accompagnement des chefs d'entreprise au quotidien dans la gestion de leur entreprise. Et la différence, c'est qu'on va le faire de manière 100% dématérialisée. Nous, on est tous basés à Toulouse, mais on a des clients dans toute la France grâce à notre outil qui nous permet en fait d'interagir avec nos clients pour fluidifier la manière de traiter sa comptabilité. Donc, on a un outil qu'on développe nous-mêmes qui s'appelle Easy et dont tous nos clients disposent et qui leur permet en fait d'échanger avec nous tous les éléments dont on a besoin pour dresser la comptabilité et qui leur permet à eux d'avoir un tableau de bord en temps réel euh, de tous leurs indicateurs financiers nécessaires. On a chaque client aussi un collaborateur dédié chez nous, bien sûr, qui va l'accompagner au quotidien et le conseiller et réaliser toutes les formalités nécessaires. Voilà, donc on a un peu plus de 90 collaborateurs aujourd'hui, un peu plus de 4500 clients. Et on a la particularité d'être certifié ISO 9001 pour la qualité de notre prestation. On fait partie aussi du groupe Compagnie Fiduciaire, qui est un groupe d'expertise comptable qui, va regrouper un certain nombre de verticales, on va dire, métiers, qui sont notamment le droit avec une société d'avocats, la gestion privée avec tout ce qui est gestion de patrimoine, un département aussi pour la finance d'entreprise, pour le conseil et pour l'audit, et puis SF Expertise Comptable qui est la version de proximité physique voilà, du groupe, et nous la version en ligne, comme je vous l'ai dit. Donc ça nous permet vraiment de proposer à nos clients aussi une prestation 360 avec aussi la possibilité de faire intervenir voilà, des avocats, des gestionnaires de patrimoine et des conseillers divers et variés. Donc, le sommaire, il est lourd, mais c'est en fait plein de petits points importants sur lesquels il faut faire attention quand on crée une entreprise. Donc, le première des questions à se poser, c'est le statut juridique. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, ça, on va pas rentrer autant dans le détail que on pourrait le faire dans un webinaire qui est totalement dédié au statut juridique. Donc ça, je vous amènerai vers d'autres webinaires qui existent sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la répartition du capital et la gouvernance, le capital social et l'objet social, la domiciliation du siège social, les différentes options fiscales, la date de clôture, les actes pour le compte de la société en formation. Et ensuite, on résumera, une fois qu'on a choisi tout ça, les étapes pour créer son entreprise. Et puis, bien sûr, on parlera de l'accompagnement qui est indispensable autour de tout ça. Vous voyez tous les points de toute façon qu'il y a sur le sujet et vous vous doutez bien que choisir tout ça tout seul et sans se faire accompagner, c'est très compliqué. Et puis, c'est surtout source d'erreurs et source de risques pour la suite.
Tout ce dont on va parler aujourd'hui, en fait, nous, on a créé ce webinaire-là parce que on se rendait compte qu'on avait beaucoup de clients qui arrivaient chez nous avec une entreprise déjà créée, qu'il avait soit fait tout seul ou soit, par exemple, fait sur une legal tech et donc tout seul. C'est juste qu'ils avaient utilisé un outil en ligne. Et en fait, la problématique, c'est que en regardant les statuts ou en échangeant avec le centre des impôts ou autre, on se rendait compte de plein d'erreurs, en fait, en tout cas, qui ne permettaient pas d'optimiser la situation des entreprises ou des dirigeants et sur lesquels il fallait faire ensuite des modifications qui, au final, coûtaient beaucoup plus cher que de se faire accompagner au départ et de le faire propre de la bonne manière dès le départ. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, mais ça, on y reviendra à la fin. Donc, le statut juridique pour commencer. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on a déjà deux grandes options. C'est soit faire une entreprise individuelle, soit faire une société. Soit, si on fait une entreprise individuelle, on ne crée pas de nouvelles personnalités juridiques, pas de personne morale en l'occurrence. Nous, en tant que personne physique, on va juste demander en gros de nous attribuer un numéro SIRET et se déclarer auprès du greffe et des impôts. La société, c'est différent parce qu'en fait, la société, cette fois, on crée une personne morale en créant des statuts, en créant à la société, en fait, sa propre existence. Et donc, la société, elle peut perdurer même si vous n'êtes plus là et que vous avez un associé qui vous remplace, vous vendez en tout cas votre société ou autre, la société, elle continue à perdurer. L'entreprise individuelle, elle est rattachée à vous en tant que personne physique. Donc, vraiment, si vous arrêtez, elle disparaît aussi. C'est vraiment important à bien comprendre. Si on est plusieurs associés, on va forcément faire une société. Par contre, si on est tout seul, on a le choix entre les deux, entre entreprise individuelle ou société. Quand on est tout seul en société, on rajoute un U dans la formulation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a SAS qui devient SASU. Une SASU, c'est exactement la même chose qu'une SAS. J'insiste là-dessus. C'est juste qu'il y a un seul associé. Et une EURL, c'est exactement la même chose qu'une SARL. C'est juste qu'il y a un seul associé. Voilà. Après, aujourd'hui, l'entreprise individuelle, elle a beaucoup évolué ces dernières années. On a maintenant notamment la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est pas cohérent, impôt sur les sociétés en entreprise individuelle, mais ça existe maintenant. Donc, on a ça. On a aussi, en fait, tous les biens immobiliers qui sont protégés. Les biens immobiliers détenus par l'entrepreneur sont protégés et pas seulement la résidence principale. On a la résidence principale qui est protégée d'office, mais on a aussi les éventuelles résidences secondaires qui peuvent l'être par déclaration auprès d'un notaire. Donc au final, on a quand même beaucoup plus de protection qu'avant et beaucoup plus d'options fiscales et de possibilités d'optimisation fiscale qu'avant. Donc ça limite, enfin ça redore un petit peu le blason de l'entreprise individuelle et ça permet en fait de pour les personnes qui sont seules et qui vont être amenées à rester seules, qui sont sûres qu'ils n'auront pas d'autres associés et qu'ils vont juste avoir une activité où ils vont prendre un revenu et voilà, pas d'autres perspectives particulières. L'entreprise individuelle peut être intéressante dans le sens où il y a une simplicité et un faible coût administratif parce qu'il n'y a pas de rédaction de statut au départ, la création est beaucoup plus simple. Ensuite, on n'a pas aussi de juridique à faire tous les ans pour approuver les comptes, etc., etc. Quand on n'a pas besoin de modifier les statuts, bref, beaucoup plus simple à ce niveau-là. C'est l'avantage vraiment, en tout cas de l'entreprise individuelle, c'est la simplicité et le coût administratif au niveau du juridique. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on a quand même une responsabilité limitée. On protège les biens immobiliers, mais par contre, pas tout le reste. Donc, si j'ai une entreprise individuelle et que j'ai des difficultés financières, mon patrimoine personnel est mis en danger. J'ai protégé certes mes biens immobiliers, mais pas tout le reste. Ensuite, on a quand même moins de pistes d'optimisation parce que même si on peut opter à l'impôt sur les sociétés, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire parce qu'en fait, après, on est quand même limité. On ne peut pas créer de société en dessous ni au-dessus. On ne peut pas on peut pas s'associer. On ne peut pas bref, mettre un certain nombre de dispositifs, on ne peut pas faire. Alors, on peut se verser des pseudo-dividendes, mais en fait, on ne peut pas non plus forcément faire des mix intéressants. Donc, il y a quand même un peu moins de pistes d'optimisation, même s'il y en a de plus en plus. Et puis, dans quel cas, ce que je vous disais tout à l'heure, soit on n'envisage pas d'association, soit on n'a pas d'autres sources de revenus. Disons que c'est un peu un mix de plusieurs choses, hein, mais déjà, on n'envisage pas d'autres associations. On est sûr qu'on va rester tout seul. Ensuite, pas d'autre source de revenus, ça veut dire qu'en gros, c'est notre source de revenus principale. On peut le voir autrement.
Et ça, c'est important. Parce que si l'entreprise individuelle, on la crée, mais qu'en fait, c'est pas notre source de revenu principale, c'est une activité bonus, entre guillemets, et qu'on est déjà salarié en parallèle, ou je sais pas, ou bref, on a une autre source, ben là, ça va pas devenir intéressant, parce qu'en fait, on va payer de l'impôt, des cotisations sociales sur, pour rien, entre guillemets. Et puis, s'il y a peu de risques d'exploitation, aussi parce que par rapport à la responsabilité illimitée. Voilà. Et puis ensuite, si on choisit les autres options, c'est la société. Et la société, donc c'est soit SAS, soit SRL, avec un 8 si on est tout seul. Donc, les avantages, c'est un peu déjà l'inverse des inconvénients, en tout cas, de l'entreprise individuelle. Donc, déjà, la responsabilité est limitée. Quand j'ai une SAS, je mets de l'argent dans le capital social au départ, même une SRL. Si je mets 1000 euros dans mon capital social au départ, le seul risque que j'ai, c'est de ne pas récupérer mes 1000 euros. C'est tout. Si mon entreprise a des grosses difficultés financières et qu'elle ne peut pas faire face à ses dettes, etc., mais ce n'est pas moi personnellement qui va en être redevable, contrairement à l'entreprise individuelle, c'est le créancier qui va s'asseoir dessus, entre guillemets. Donc, si j'ai mis 1000 au départ dans le capital social, au pire des cas, s'il n'y a plus de trésorerie sur la boîte, je récupère même mes 1000. Voilà. Ensuite, par contre, la spécificité de la SAS, c'est qu'il y a une souplesse juridique beaucoup plus forte que dans la SARL, notamment pour faire entrer des associés, sortir des associés, faire des modifications de statut, faire des clauses particulières dans les statuts. C'est très très libre, donc ça, c'est vrai que les SAS sont très intéressantes pour ça. On n'a pas de cotisation forfaitaire pour le dirigeant, même s'il ne se rémunère pas, contrairement à une SARL. Donc là, c'est aussi très intéressant. Tant que je ne me rémunère pas, je ne paye pas de cotisation ni d'impôt à titre personnel. Et les dividendes ne sont pas soumis à cotisation sociale, mais dans la SARL, à partir d'un certain montant, les dividendes sont pour autant intéressants. Il faut bien le comprendre aussi. Les avantages de la SARL en face, c'est donc qu'on peut optimiser, la rémunération quand c'est notre source de revenus principale. Là, clairement, c'est la SARL qui est le plus adapté parce qu'on a un tas de charge sociale qui est très faible. 40-45%, c'est plus du double en SAS. Quand on prend un salaire, c'est plutôt 80-90%. Et puis, la rémunération est très simple et très peu coûteuse à mettre en place parce qu'en fait, il n'y a pas de bulletin de salaire, il n'y a pas de déclaration particulière. On prend la rémunération que l'on souhaite et ensuite, à la fin de l'année, on fait le bilan et on déclare ça sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est quand même très, très simple par rapport à faire des bulletins de salaire, déclarer l'URSSAF, payer des cotisations. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est simple d'un point de vue administratif, mais c'est pas simple à comprendre le système parce que le problème dans une SARL, en tout cas quand on est gérant majoritaire, on va avoir des appels qui vont être forfaitaires par l'URSSAF qui seront régularisés l'année d'après. Et du coup, si on a pris beaucoup plus de rémunération que ce qui était calculé sur les appels forfaitaires, on va avoir une grosse régularisation qu'il faudra prévoir en termes de trésorerie. Et c'est souvent ce qui arrive, notamment, en tout cas, la première année, c'est un peu la surprise, donc il faut bien l'anticiper. Les inconvénients des deux, ça, c'est les coûts et les formalités, mais ça, c'est plus pour mettre en face des avantages de l'entreprise individuelle, même si ça peut être encore une fois très limité. En tout cas, franchement, chez nous, par exemple, pour créer une société, quand j'additionne, en tout cas, tout compris, c'est-à-dire les honoraires pour l'accompagnement, plus et l'accompagnement, et puis bien sûr, toute la rédaction du dossier, etc. Et les frais annexes qui sont annonces légales et frais de greffe, vous en avez pour 600 € maximum pour créer l'entreprise, donc avec vraiment tous les frais annexes. Donc on parle de ça quand on parle de coûts. Et après, on parle du coût lié aux formalités juridiques annuelles. Bon, ça, où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se débrouillent quand ils sont tout seuls sur leur société. Donc, ça peut aussi être relativisé. Ensuite, la SAS, l'inconvénient, c'est le taux de charge sociale, j'en ai parlé, et c'est l'inconvénient, l'inverse de l'avantage de la SARL. Et puis, on a le coût de la rémunération. Pareil, à l'inverse de la SARL, il faut quand même payer quelqu'un pour faire des bulletins de salaire parce que c'est pas facile à faire et faire les déclarations sociales. Voilà. Par contre, l'inconvénient dans la SARL, les charges sociales sur dividendes, même si à partir d'un moment, c'est plus un inconvénient, mais bon, quand on prend une rémunération en 6 chiffres. Et puis, les deux autres inconvénients, c'est la rigidité juridique contrairement à la SAS. Et puis, les cotisations forfaitaires quand on ne prend pas de rémunération. Même si on ne prend pas de rémunération, on a des cotisations minimum à payer.
Donc, dans quel cas on choisit l'une ou l'autre? Pour faire simple, la SAS, c'est si on a une structure du capital qui est évolutive, on va se servir de cette souplesse juridique-là. Si je vais faire une levée de fonds, si je vais faire rentrer des autres associés, si je sais pas, j'envisage de vendre l'entreprise, j'ai des particularités entre associés, où je veux que certains ils aient plus de dividendes, d'autres ils aient plus de droits de vote. Bref, la SAS c'est plus adapté. Et aussi, quand on est par contre pas dans cette situation-là, mais on est tout seul par exemple, mais que notre rémunération n'est pas indispensable. J'ai une autre source de revenus. Donc je suis salarié à côté, j'ai les aides, j'ai les aides au retour à l'emploi, donc c'est chômage. J'ai voilà une pension de retraite. La SAS est intéressante parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se prendre une rémunération, donc on n'a pas de cotisation sociale et d'impôt là-dessus. Et si j'en ai besoin, je me distribue les dividendes qui seront taxés au maximum à 30%, donc ça vaut le coup. Et ensuite, de la SRL, pour le coup, c'est l'inverse. C'est j'ai besoin d'une rémunération, c'est ma source de revenu principale et j'ai besoin d'une rémunération immédiate. Et donc, comme c'est la meilleure structure pour se rémunérer de façon régulière, il faut privilégier la SRL. Et puis, on a une structure de capital stable, contrairement à la structure de capital évolutive. Alors, pour autant, on pourra faire rentrer des autres associés dans une SRL, enfin EURL en l'occurrence, mais SRL. Mais c'est juste que voilà, on va pas faire des choses trop complexes, on va dire, d'un point de vue juridique. Donc voilà le panneau pour le statut juridique. Comme je vous disais, il y a un webinaire entier là-dessus, on pourrait y passer du temps, mais voilà en résumé ce qu'il faut comprendre. Déjà, bien choisir entre entreprise et les sociétés. Et si on fait une société, SASU ou URL, dans les grandes lignes, de toute façon, vous l'aurez compris, il y a deux questions à se poser, la structuration du capital et la rémunération du dirigeant. Si je me rémunère SARL, si je ne me rémunère pas, en tout cas pas de suite SAS. Et par exemple, un schéma très classique, c'est de commencer en SASU parce que j'ai une autre source de revenus, parce que j'ai le chômage, ou parce que je suis encore salarié, etc., le temps que la boîte se lance. Et ensuite, je transforme en URL le jour où je me prends une rémunération régulière. Et la transformation coûte à peu près, certes, le même prix que l'économie que vous avez fait sur les charges sociales que vous n'avez pas payées, parce que les charges sociales forfaitaires, c'est de l'ordre de 1200 € à peu près par an. Donc, imaginons sur 2 ans, pour ceux qui ont le chômage pendant 2 ans, ça fait à peu près 2000 et quelques euros. Donc, il serait à peu près le coût d'une transformation. Et encore, je pense que ça coûte quand même un peu moins cher. On est plutôt autour de 1005, 1006. Mais au-delà de ça, parce que c'est pour ça que je l'entends des fois, on me dit autant démarrer en URL. Oui, sauf que, franchement, pour le même coût, vous avez aussi l'assurance que c'est nécessaire pour vous d'être en URL. Autrement dit, imaginons que vous démarrez en SASU, qu'au final, la boîte, au bout de 2 ans, elle ne marche pas suffisamment pour vous rémunérer, vous êtes obligé de la fermer. Bon, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de la fermer, mais imaginons qu'au bout de 2 ans, en tout cas, vous reprenez un job salarié ou voilà, je sais pas, au moins vous allez soit vous garder la société et vous n'aurez pas encore ces charges sociales forfaitaires pendant X années, ou au pire vous fermez la société. Et là, c'est pareil pour le URL. Si vous démarrez au départ en URL, vous allez payer les charges forfaitaires. Et si au bout de 2 ans vous arrêtez et vous fermez la boîte, en fait vous avez quand même payé les charges, alors qu'en SASU vous les aurez pas payées. Donc si vous fermez la boîte, vous faites une économie de 2000 € à peu près, un peu plus. Et si vous gardez et que vous transformez, vous faites juste pas d'économie, vous êtes net parce que vous avez économisé 2000 et vous remettez 2000 pour la transformation. Donc, vous voyez, c'est quitte à faire ça, autant démarrer en SASU pour limiter les risques et anticiper la suite. J'ai oublié de vous préciser, vous avez un onglet questions pour poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Donc, sur la droite de votre écran, vous aviez le chat, vous avez écrit tout à l'heure, et l'onglet questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation et puis j'y répondrai. Ensuite, on passe sur le sujet de la répartition de capital et de la gouvernance. Donc, au niveau de la répartition du capital, déjà, ce qui est important, c'est de définir les apports de chaque associé. Bien sûr, ça c'est super important. Et ensuite, au niveau de la gouvernance, c'est de définir les règles de vote. Alors, si c'est une SRL, vous n'aurez pas le choix et vous devrez suivre les règles du code de commerce qui définissent les règles de vote dans une SRL. Par contre, dans une SAS, vous pouvez faire ce que vous voulez et définir, comme je vous disais tout à l'heure, des actions avec droit de vote double ou à l'inverse des actions avec, c'est ce qu'on appelle les actions de préférence,
ou des actions voilà, avec droit de dividende supplémentaire, etc., etc. Donc ça, c'est important de vraiment bien penser à tout ça, de combien on veut répartir, combien on veut apporter, combien on veut que chacun ait de pourcentage, etc. Il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, si vous voulez, de blocage quand vous allez prendre des décisions. Ça, c'est important. Si vous êtes à 50-50, par exemple, ça va être compliqué parce que, en fait, ça peut bloquer assez facilement. Donc, il faut pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir avoir une majorité pour pouvoir, au bout d'un moment, trancher. C'est pas toujours facile, je sais, mais ça, c'est quand même, on se retrouve des fois dans des situations de blocage. Donc, ça, c'est important. Et au niveau des apports, en fait, il faut bien que vous compreniez que les apports que vous allez faire dans le capital vont en effet déterminer votre proportion de droits dans la société. Donc, par défaut, si on n'a pas d'action de préférence, droit de vote et droit au dividende, même si vous pouvez faire déjà dans les SAS, donc d'autres répartitions possibles. Mais c'est aussi que, en fait, si vous avez des apports qui sont différents, vous pouvez apporter dans le capital une certaine somme pour que chacun détermine son droit de vote et le reste en compte courant d'associé pour que ça vous permette de, du coup, gérer l'équilibre, en fait, de détention que vous souhaitiez, tout en apportant l'argent dont vous avez besoin. On va parler après du capital social, mais moi, je vous invite à pas mettre un capital social non plus trop élevé et si vous avez besoin d'apporter de l'argent à la société, plutôt privilégier le compte courant d'associé qui lui est récupérable contrairement au capital, du coup à tout moment. Ensuite, il y a la répartition du pouvoir et la nomination des mandataires sociaux, ça va un peu avec, mais donc en gros, qui c'est qui va avoir les pouvoirs au quotidien sur les décisions à prendre au niveau de la boîte. Donc, c'est les mandataires sociaux. Donc, dans une SRL, ce sont des gérants. Dans une SAS, c'est un président à minima et éventuellement après des directeurs, ce qu'on souhaite, un directeur général, un directeur opérationnel. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans la SAS et chacun peut avoir des délégations de pouvoir différentes. À minima, en tout cas, le président, il a la signature surtout, mais on peut définir voilà, une délégation de pouvoir aussi d'ailleurs pour les autres dirigeants. Là, on choisit vraiment dans les SS, on a cette souplesse-là. Dans la SRL, les gérants ont tous les pouvoirs pour engager l'entreprise au quotidien. Signer les contrats, avoir le pouvoir au niveau de la banque, etc., etc. Donc ça, c'est important, bien réfléchir. Les pouvoirs au quotidien, c'est une chose, et les pouvoirs en assemblée générale, pour pouvoir voter quand il y a besoin de faire rentrer un nouvel associé, il y a besoin de changer les statuts, il y a besoin de procéder à des acquisitions spécifiques, il y a besoin d'approuver les comptes. Voilà, tout ça, c'est l'assemblée générale, et donc c'est pas forcément les mêmes pouvoirs que le quotidien. Ensuite, on peut faire des pactes d'associés aussi. Ça permet, donc en SS, généralement, ça permet de pouvoir aller au-delà des statuts et prévoir un petit peu les clauses de sortie de chaque associé. C'est surtout ça, le pacte d'associés, c'est prévoir, si jamais on veut se séparer, comment ça va se passer, qu'on prévoit à l'avance voilà, les règles de valorisation, les règles de départ, les préavis, tout ce que vous voulez. On peut mettre des clauses spécifiques dans les SAS, qui sont des clauses donc préemption, notamment agrément, incessibilité. Préemption, c'est les autres associés en place sont prioritaires pour racheter les actions lorsqu'un associé sort. L'agrément, c'est tous les associés doivent être d'accord pour qu'un nouvel associé entre. Et l'incessibilité, c'est que les actions sont tout simplement incessibles et donc ne peuvent pas être vendues à un tiers. Plus rare. Voilà, là je pense qu'on a fait le tour sur la répartition du capital et de la gouvernance. Juste un dernier point sur la notion de gérance majoritaire. Dans la SARL, en fait, on est gérant majoritaire à partir du moment où le gérant ou les gérants ont la majorité du capital. Et on rajoute également, pour apprécier cette majorité, les parts détenues par les conjoints et par les enfants. Donc, si vous voulez, dans une boîte où il y a je ne sais pas, monsieur, madame, ne serait-ce que monsieur, madame, qui sont mariés, si monsieur a 51 et madame 49, et qu'il n'y a que monsieur et que c'est madame qui est gérante, donc madame gérante 49, on pourrait se dire gérante minoritaire, non, parce qu'il y a son mari, et que du coup, ils sont à 100% au final quand on les additionne, et donc majoritaires. Pareil, si j'ai deux gérants, le plus classique, souvent ce que j'entends, c'est deux gérants à 50-50.
Oui, à 55. Deux gérants à 50-50, ils sont majoritaires, puisqu'en fait, on additionne les deux gérants, quand même, ils ne sont pas de la même famille. On additionne les parts des deux gérants, on arrive à 100%, et donc ils sont majoritaires quand même, individuellement, ils ne sont pas. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est assez rare un gérant minoritaire, et qu'on est quasiment tout le temps un gérant majoritaire. Ce que ça change, c'est que le gérant majoritaire, il est donc assimilé à un travailleur non salarié, donc il déclare à l'URSSAF des indépendants, et donc il a les cotisations de 40-45% dont on parlait tout à l'heure sur sa rémunération. Alors que le gérant minoritaire, il est comme un président de SAS, il est salarié, assimilé salarié, et donc avec des cotisations beaucoup plus importantes, des bulletins de salaire, etc. etc. Voilà, donc ensuite le capital social. Donc le capital social, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le montant des apports, notamment d'argent souvent que vous faites à l'entreprise au départ au moment de la création, mais ça peut être aussi de l'apport de biens. Je peux apporter une voiture, je peux apporter du matériel, etc., etc. Et en échange de tout ça, je vais avoir des parts dans le capital de la société. J'apporte 1000 euros. En échange, la société me donne 100% de ses titres et donc je suis propriétaire à 100% de la société. Ce capital, il n'est pas bloqué, il est utilisé par l'entreprise parce que quand vous le mettez, il part sur le compte bancaire de l'entreprise. Donc après, il se noie, en fait, si vous voulez, dans tous les flux de l'entreprise. Hein. Vous le mettez au début, et puis après, ça se noie dedans. Vous ne pouvez pas le récupérer à titre personnel tant que la boîte existe. Le jour où vous la liquidez, là, vous pouvez le récupérer. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, au pire des cas, si la société est en faillite, ben, vous ne récupérez pas votre mise de départ. Un peu le risque que vous prenez dans l'entreprise. Combien on met? Franchement, si vous n'avez pas d'emprunt ou de fournisseur, enfin en tout cas, pas d'emprunt avec une banque qui exige en tout cas que pour emprunter, il faille un capital spécifique ou de fournisseurs significatifs, qui pareil vont vous demander potentiellement un capital élevé. C'est inutile de mettre un capital élevé et 1000 euros, c'est très courant et ça va très bien. Et si vous avez besoin d'apporter 10 000 euros, faites 1000 euros en capital. Hop, il y a une petite micro-coupure, j'espère que vous m'entendez toujours. Pardon, je vous disais, donc si vous avez 10 000 euros en capital à apporter, faut mieux faire 1000 euros, enfin 10 000 euros à apporter tout court, pardon. Faut mieux faire 1000 euros en capital et 9 000 euros en compte courant associé que vous pourrez récupérer ensuite dès que la trésorerie de la société le permet, plutôt que 10 000 en capital où vous ne pourrez pas récupérer vos 10 000 en fait tant que la société existe. Voilà. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, franchement, les banques, elles ne demandent plus rien parce qu'en fait, dans tous les cas, elles vont mettre systématiquement caution solidaire des emprunts. Donc c'est pour ça que la responsabilité limitée est limitée, justement, parce que souvent on est caution solidaire quand on fait un emprunt à titre personnel. Et puis les fournisseurs, c'est variable, mais soit ils vont pas accorder de délai de paiement, s'ils en accordent de moins à moins de toute façon. Notamment quand vous êtes de toute façon une boîte assez jeune, quand même vous avez un capital un peu plus élevé. Donc voilà, donc mettez pas trop, c'est pas utile et comme ça vous pourrez récupérer votre mise pour quand la trésorerie de la société le permet. C'est du compte courant associé, donc en gros, j'apporte de l'argent à l'entreprise me le rend, il n'y a aucune formalité particulière, il n'y a rien, c'est pas imposable bien sûr, parce que vous avez prêté, on vous le rend. C'est un suivi comptable à faire et que c'est pas un compte bancaire, c'est un compte comptable. Voilà, il faut juste faire attention à la perte de la moitié des capitaux propres, parce qu'en fait, si j'ai une perte, en fait, enfin un cumul de mes pertes de mon entreprise fait que quand j'additionne capital social et les pertes, j'ai un montant, donc ce qu'on appelle les capitaux propres, inférieur à la moitié de mon capital social. Je dois faire des formalités juridiques pour pouvoir éviter de prononcer la liquidation de la société. Pour éviter ces formalités juridiques-là, souvent on fait un abandon de compte courant parce qu'en fait, la plupart du temps, si vous êtes permis d'avoir fait autant de pertes, c'est que vous avez apporté un compte courant ou que vous avez des dettes, un emprunt ou des dettes fournisseurs ou quoi que ce soit. Là, vous êtes vraiment en difficulté financière pour le coup. Mais par contre, si c'est parce que vous avez apporté un compte courant, c'est souvent le cas, on peut abandonner le compte courant provisoirement tant que la situation de la société est comme ça. Comme ça permet de remonter le résultat et donc les capitaux propres. Et le jour où la société est en bénéfice, on approvisionne votre compte courant du montant qui avait été abandonné. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention et pas mettre un capital trop élevé. C'est pour ça que je vous mets 1000 euros parce que vous mettez 1 euro, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire plus de 50 centimes de déficit. Enfin, en gros, vous ne pouvez pas faire de déficit pour faire simple du tout. Donc, c'est quand même un peu risqué. 1000 euros, vous me direz, ça met que 500 euros de déficit possible.
Mais bon, déjà, voilà, s'il y a de la part en compte courant derrière, de toute façon, on pourra faire l'abandon. Voilà, donc au niveau de l'objet social maintenant, je vois une question. Cécilia, ne peut-on pas faire une réduction de capital pour récupérer une partie du capital trop versé si on a trop mis lors de la création? Oui, vous pouvez faire ça. C'est très lourd et très coûteux à le faire. Mais ça se fait, effectivement. On peut faire ce qu'on appelle une réduction de capital qui est assimilée donc à une distribution de dividendes. En tout cas, pas pour la partie capital nominale que vous avez apportée au départ, mais quand vous faites une réduction de capital, vous pouvez aussi, en tout cas, vous distribuer les montants des réserves. Donc, ça peut éventuellement générer de l'impôt. Et après, bon, la problématique, c'est que, ouais, c'est pas une petite opération. Mais ça se fait effectivement. Si c'est maintenant, c'est trop tard, on va dire, et que ça a été déjà fait et que vous avez mis beaucoup lors de la création et que vous voulez en récupérer une partie, vous pouvez faire une réduction de capital. Au niveau de l'objet social, donc, on a un point important. Donc ça, c'est l'activité de l'entreprise, c'est de choisir quelle est vraiment l'activité principale, il faut en choisir une, et quelles sont les activités secondaires. Donc l'activité principale, c'est vraiment celle qui va nous donner notamment ce qu'on appelle le code NAF, code APE, qui sera référencé partout. Donc ça, c'est important à bien définir votre activité principale et vos activités secondaires. Ensuite, il faut élargir l'objet social au maximum pour pouvoir prévoir un peu tous les cas de tout ce qu'on va faire. Et puis, il faut faire attention aux incompatibilités, aux interdictions. Selon les métiers, selon les activités, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas, si vous êtes activité principale, je ne sais pas, souvent il y a beaucoup de professions libérales qui ne peuvent pas faire des activités commerciales. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, notaire, vous ne pouvez pas aussi, en activité secondaire, vendre des ordinateurs. Impossible. Si vous êtes, je ne sais pas, il y a d'autres métiers, en fait, beaucoup de métiers comme ça qui sont réglementés. On a même donc voilà, ça c'est les incompatibilités. On a quelques interdictions aussi, ou on a quelques limitations. C'est-à-dire que par exemple, pour être taxi, il faut, enfin pour tout ce qui est transport en général, il faut faire un dossier à la direction de transport, avoir un capital minimum par véhicule détenu, etc., etc. Pour, quand on est artisan et qu'on est inscrit à la chambre des métiers, il faut aussi justifier soit d'un diplôme, soit d'une expérience dans, dans le, dans le métier en question, donc notamment tout ce qui est dans le bâtiment, il faut voilà, justifier de tout ça. Donc ça, c'est important vraiment aussi à bien prendre en compte quand vous créez votre entreprise, de pouvoir vous assurer que vous remplissez bien toutes les conditions et que vous faites et qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. De toute façon, sinon, ça sera un rejet au greffe quand vous allez envoyer votre dossier si le sujet n'a pas été bien regardé en amont. Ensuite, au niveau de la domiciliation de la société, donc on a trois options. Soit on domicilie dans un local commercial, soit on domicilie dans une entreprise de domiciliation, soit au domicile du dirigeant. D'ailleurs, il y a marqué ou d'une personne tierce, mais non. Je ne sais pas pourquoi on a marqué ça. C'est vraiment au domicile du dirigeant uniquement, pas personne tierce. On peut arriver à filouter, si je puis m'exprimer ainsi, une personne tierce si cette personne indique héberger le dirigeant. Mais donc ça peut être par exemple chez les parents du dirigeant, etc. En disant que si les parents indiquent qu'ils hébergent le dirigeant en question. Donc, qui en fait son domicile. Quand voilà, soit on a un local commercial, c'est facile, enfin, quand je dis commercial, ça aurait pu être un local professionnel, soit il y a une entreprise de domiciliation, et quand c'est à son domicile, donc en fait, voilà, il faut y exercer effectivement une activité à son domicile. L'avantage, c'est qu'on peut facturer un loyer, donc selon la surface qu'on utilise, et qu'on règle ce loyer quand on le veut, quand on le souhaite. On constate en fait une charge dans la société, mais il n'y a pas forcément la sortie de trésorerie en face, on stocke en compte courant associé, donc ça c'est intéressant. Pour facturer le loyer, vous voyez à peu près la surface que vous utilisez à titre professionnel pour votre activité professionnelle. Oups. Et du coup, vous en concluez la surface utilisée au prorata de la surface totale du logement. Quelle est la valeur locative du logement? Et une fois qu'on a la valeur locative du logement, on applique le prorata de la surface utilisée.
Ensuite, si on a des aides au retour à l'emploi, c'est pas grave, hein, le revenu foncier ne sera pas considéré comme un complément de revenu, donc vous pouvez quand même facturer un loyer en parallèle des aides au retour à l'emploi. Ça vous permet de retirer des fonds donc, de l'entreprise à titre personnel, parce que quand vous facturez un loyer, ben, l'entreprise va vous verser de l'argent, sauf qu'il n'y a pas de charge sociale, contrairement à une rémunération, et ça génère une charge déductible du résultat, contrairement aux dividendes qui sont distribués après la génération du bénéfice. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut opter pour l'imposition en micro-foncier, c'est-à-dire que du coup, ça générera un abattement de 30% sur les loyers et ensuite on imposera impôt sur revenu plus prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, en gros, on génère quand même de l'impôt à titre personnel sur ce revenu-là parce que c'est un revenu. Mais en échange de ça, c'est de l'argent qu'on sort de la société à moindre frais par rapport à une rémunération ou des dividendes. Donc, c'est quand même intéressant de le faire. Après, on ne va pas chercher des 1000 et des 100. Il ne faut pas facturer 1000 euros de loyer si on utilise 20 mètres carrés. Parce que, voilà, même si vous êtes à Paris, ce n'est pas le coût de la valeur locative. Donc, il faut vraiment refléter la valeur locative, la valeur de marché. Quel est le loyer que vous appliqueriez si vous loueriez votre bien à l'extérieur. Voilà. On peut déduire aussi une quote-part pour les frais liés au logement, électricité, téléphone, internet, taxes. On applique le même prorata. Et voilà. Il faut juste être en mesure de le justifier en cas de contrôle fiscal. Et puis en plus, quand on fait ça et qu'on a son domicile, on peut, si on fait des indemnités kilométriques, parce qu'on se déplace avec son véhicule personnel, on peut décompter les indemnités kilométriques dès qu'on part de chez soi. Alors que quand le siège de la société n'est pas à son domicile, eh ben, on ne peut pas décompter les indemnités kilométriques quand on part chez soi parce que c'est du trajet domicile-travail. Et donc, il est déjà compris dans l'abattement forfaitaire de 10% sur les rémunérations sur l'impôt sur le revenu. Ensuite, les options fiscales à choisir. Donc, on a notamment tout ce qui est TVA et ensuite l'imposition des résultats. Donc, la TVA, vous avez le choix entre TVA mensuelle, trimestrielle ou annuelle, pour faire simple. Donc, mensuel, trimestriel, c'est ce qu'on appelle le REL normal. Donc, mensuel, vous faites vos déclarations tous les mois. Trimestriel, vous faites une déclaration par trimestre, mais attention, c'est extrêmement limité parce qu'il faut payer moins de 15 000 euros de TVA par an pour être trimestriel. Donc, c'est assez rare. Et ensuite, on a l'annuel qui est le REL simplifié. On a 2 acomptes, un en juillet, un en décembre, et le reste qu'on régularise au mois de mai sur ce qu'on appelle la CA12, qui est la déclaration de TVA. On a la CA3 qui est le REL normal, la CA12 c'est le REL simplifié. Donc vous avez 2 acomptes, juillet, décembre, et on régularise au moment de la clôture. Généralement c'est au mois de mai, en tout cas début mai, quand on clôture au 31 décembre. Et voilà, donc c'est beaucoup plus simple, avec 3 paiements dans l'année, donc pas loin du trimestriel. Et ensuite, la franchise en base, ça c'est si on est en dessous de certains seuils. On peut aussi très bien être exonéré de TVA selon votre activité, l'activité médicale, les activités de courtage, les activités bancaires, d'assurance, les activités de formation si vous avez fait en tout cas la demande et que vous êtes auprès de la directe. Bref, tout ça c'est exonéré. Donc là, il n'y a pas de sujet de TVA. Et quand vous êtes soumis, vous avez le choix entre tout ça. Et si vous êtes en dessous de certains seuils, notamment les seuils de franchise en base, c'est 35 000, 36 000 pour les prestataires de services et 80 quelques mille pour les ventes de marchandises. Si vous êtes en dessous, vous pouvez opter pour la franchise en base. Si vous faites du B2B, il n'y a aucun intérêt à opter pour la franchise en base, je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous êtes en B2C, donc vous vendez auprès de particuliers, là, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes en B2B, vos clients en face, ils vont récupérer la TVA. Donc, en fait, franchement, vous facturiez ou pas de la TVA, c'est totalement neutre parce que eux, ils la récupèrent. Vous, ils vous la versent, vous la collectez, vous la rendez à l'État, tout le monde est content. Et vous, en échange, vous pouvez déduire de la TVA sur vos achats. Donc, en fait, vous y êtes gagnant. Par contre, si vous êtes en B2C, vous vendez auprès de particuliers, par contre, là, ça a un intérêt parce que, du coup, certes, vous ne déduisez pas la TVA sur vos achats, mais vous n'en facturez pas à vos clients qui, eux, ne la récupèrent pas parce que c'est des particuliers. Donc, soit vous margez plus, soit vous pouvez baisser vos prix. Voilà. Donc, c'est intéressant. Attention, une petite astuce, c'est que si vous êtes en clôture décalée, donc c'est-à-dire pas au 31 décembre, et ça on va y venir après, mais je vous invite à le faire d'ailleurs, et que vous êtes en réel simplifié au niveau de la TVA, donc TVA annuelle, CA12, il faut opter pour le dépôt d'une CA12 portant sur l'exercice. Sinon, ça va être la grosse galère parce que nous, c'est souvent des choses comme ça. Après, on les corrige auprès des impôts, mais bon, pas simple. Il faut mieux le faire bien dès le départ. C'est pour pouvoir faire en sorte qu'en fait, la déclaration TVA colle avec la clôture et que quand on fait le bilan, au moins, on calcule la TVA qui va avec au passage.
Et ensuite, l'imposition des résultats. Donc, soit on est à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Bon, généralement, on a l'impôt sur les sociétés quand on a l'impôt sur les sociétés, qu'on est en société, pardon. Mais on peut très bien aussi opter pour l'impôt sur le revenu. C'est le cas notamment en SASU. Et en EURL, par défaut, on est à l'impôt sur le revenu et on opte pour l'IS. Voilà. L'entreprise individuelle, par défaut, à l'impôt sur le revenu, on opte pour l'IS. Donc, en fait, on a souvent les deux possibilités. Franchement, l'IS est rarement avantageux. Franchement, ça diminue largement le nombre de pistes d'optimisation. Il y a deux cas qui sont intéressants d'opter pour l'impôt sur le revenu. C'est si vous êtes en zone franche. J'ai mis ZRR, mais bon, on aurait pu aussi mettre ZFU. Donc ça, c'est des zones franches, c'est zones de revitalisation rurale. ZFU, c'est zones franches urbaines. Donc si vous êtes en zone franche, qui sont des zones définies par l'État, qui ont besoin de revitalisation économique, vous installez dedans, vous avez des exonérations d'impôts. Et donc, c'est intéressant d'être à l'impôt sur le revenu parce que là, c'est directement votre résultat qui est exonéré d'impôts et vous pouvez récupérer, vous, l'impôt directement, le résultat, pardon, directement dans votre poche sans avoir eu d'imposition. Et si vous êtes en déficit, ça a un intérêt aussi parce qu'en fait, le résultat sera reportable sur les autres revenus donc de votre foyer. Donc là, ça a un intérêt. Par contre, dans les autres cas, moi, je ne veux pas trop. Il y en a beaucoup qui font des SASU à l'IR et qui ensuite ne payent pas les prélèvements sociaux sur leurs résultats alors qu'ils sont censés le faire. Ils prennent des grands risques parce que le jour où l'administration fiscale va se rendre compte et qu'ils vont redresser toutes les situations multipliées par le nombre d'années depuis le nombre d'années où c'est fait, ça va faire mal. Donc ça, il faut y faire attention. Moi, je vous conseille plutôt d'être à l'IS, ça multiplie les pistes d'optimisation, sauf si zone franche ou déficit fiscal. Voilà. Et on choisit bien le régime réel simplifié pour l'imposition des résultats. Ne choisissez pas le réel normal. Assez souvent, c'est le cas, mais il faut choisir le simplifié parce que sinon, en fait, ça complexifie considérablement votre comptabilité. En tout cas, quand vous démarrez. Après, quand vous passez certains seuils, vous passerez un réel normal, mais pour ça, vous avez le temps, il faut dépasser certains seuils de chiffre d'affaires. La date de clôture, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Donc, en fait, vous pouvez choisir la date de clôture que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de clôturer au 31 décembre, comme 80% des entreprises. Donc, vous pouvez clôturer vraiment à n'importe quelle date. Là, on est le 14 septembre aujourd'hui. Vous auriez pu clôturer, si vous voulez, le 14 septembre. C'est quand même mieux en fin de mois et voire en fin de trimestre. C'est potentiellement mieux, alors selon les activités, mais ça peut être n'importe quand. Donc nous, on a, par exemple, une date de clôture tous les mois. On a des 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, ainsi de suite, ainsi de suite. Les plus grosses dates de clôture aujourd'hui, c'est 31 décembre. Je vous disais, c'est quasiment 80% des clôtures. Ensuite, c'est les 30 septembre. Ensuite, c'est les 30 juin. Et ensuite, c'est les 31 mars. Donc, c'est souvent les trimestres. Mais voilà, ça peut être vraiment comme vous voulez. Pour choisir la date de clôture, donc déjà, le premier exercice, vous pouvez aller jusqu'à 24 mois maximum, sans passer 2 fois le 31 décembre. Donc aujourd'hui, on est le 14 septembre 2023. Si vous créez votre entreprise aujourd'hui, vous pouvez clôturer au maximum 31 décembre 2024. D'ailleurs, je vous invite à le faire. En tout cas, si vous choisissez 31 décembre, ça, je vous invite pas à le faire. Je vous invite à aller le plus loin possible. Pas faire un exercice très court. On a aussi souvent des entreprises qu'on récupère où il y a un exercice pour un mois, quoi. Et c'est vraiment dommage. Donc, non seulement ça va pas faire un joli bilan, voilà, nous, on a un coût incompressible pour réaliser le bilan, donc que ce soit un mois ou 6 mois, c'est à peu près pareil. Donc, du coup, c'est important vraiment à bien faire attention, à pousser au maximum. Voilà. Ensuite, faut prendre en compte la saisonnalité de votre activité et pour essayer de terminer, clôturer sur un pic d'activité. Il faut essayer, par exemple, si vous êtes souvent dans la restauration, par exemple, ou dans les activités saisonnières, on clôture au 30 septembre, parce qu'en fait, on est un peu à notre pic d'activité, c'est là où on a le plus de trésorerie, le moins de stock, et voilà, il y a un bilan assez joli. Donc ça, c'est important aussi. Juste ça, c'est pour rendre le bilan plus joli. Et puis aussi, c'est pour avoir, vous, le temps administratif, on va dire, de pouvoir aussi bien gérer ça, alors que si vous clôturez juste avant votre saison, vous n'allez pas avoir le temps de le gérer. Et ensuite, privilégier une clôture décalée. Ça, c'est plutôt pour pouvoir avoir plus de réactivité et de fluidité. Parce qu'en fait, vous comprenez bien que, en tout cas, un cabinet d'expertise comptable, quand il y a 80% de ses clients qui clôturent à la même date, donc au 31 décembre, tout ça à faire en 4 mois, parce qu'il faut envoyer ça avant mai. 80% du travail de l'année à faire en 4 mois.
c'est compliqué. Donc, du coup, forcément, on n'a pas la même réactivité et la même fluidité que quand on a quelqu'un qui clôture en décalé et à qui on peut sortir voilà, des bilans très, très rapidement et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, voilà, c'est un choix. C'est comme le choix de partir aller faire ses courses le samedi matin ou aller en vacances au mois d'août, le 15 août. C'est, voilà, est-ce qu'on est prêt à être patient ou pas. Et ensuite, une petite astuce, attention à bien préciser l'année de la date de première clôture, parce que souvent, il n'y a pas de précision sur l'année, en fait, et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des exercices très courts. Donc là, si je crée aujourd'hui, il faut bien indiquer 2024. Sinon, ça sera la date 2023 qui sera retenue. Et imaginez souvent, et je l'ai vu, pire des cas, vous voulez dire, je fais un premier exercice d'un an, donc je crée aujourd'hui, je vais clôturer le 30 septembre 2024, vous oubliez de préciser la date. Bon, mais là, vous allez faire un exercice 14 septembre, 30 septembre pour 15 jours. Là, je l'ai vu, hein, j'ai vu l'exercice même beaucoup plus court que ça. Et là, c'est dommage, vous êtes piégé. Là, il y a une petite faute de titre, c'est pas les options fiscales, pardon, c'est les actes accomplis pour le compte de la société en formation. Donc ça, c'est tous les actes que vous avez conclus avant la signature, ils doivent être repris dans les statuts. Donc concrètement, c'est vraiment les actes significatifs. On n'est pas sur des petits achats de matériel, etc. Des fois, on nous envoie des listes longues comme le bras de tous les achats qui ont été faits de petits matériels avant le début de la société. Ça n'a aucune utilité de les mettre dans l'entreprise. Quand vous êtes seul associé, il n'y a aucune utilité non plus, parce qu'en fait, ça, c'est pour que les autres associés approuvent ces actes accomplis pour le compte de la société. Donc, clairement, ça, c'est utile quand vous êtes plusieurs associés et que vous avez fait une signature d'un acte qui est significatif, type signature d'un bail commercial, d'un compromis d'achat d'un immeuble, contrat de travail, contrat divers et variés. Donc ça, c'est important. Bien indiquer sur les actes conclus avant la signature la mention de la dénomination sociale de la société plus en cours de formation. Donc, par exemple, SARL, ça compte pour moi en cours de formation. Voilà. Ça, il faut que ça soit bien marqué. Si vous êtes fait un compromis, par exemple, il faut aussi bien rajouter une clause de substitution dans le compromis pour que ça soit au moment de l'acte définitif, ça puisse être la société qui signe l'acte définitif. Mais le bail commercial, typiquement, on le signe souvent avant parce que on est obligé d'avoir une adresse pour pouvoir immatriculer la société, donc c'est aussi un classique. Donc voilà, une fois qu'on a vu tous les points d'attention, les étapes pour créer l'entreprise. Donc on rédige le projet de statut. Une fois qu'on a rédigé les statuts, le projet de statut en tout cas, on dépose le capital social à la banque. La banque va vous remettre une attestation de dépôt des fonds pour dire que vous avez bien déposé le capital. Et ensuite, vous allez pouvoir rédiger les statuts définitifs, y joindre tous les formulaires nécessaires, le M0, faire l'annonce légale, l'annonce légale, c'est après, pardon. Faire le M0, mettre l'attestation de dépôt des fonds, bref, tous les documents dont il y a besoin pour déposer le dossier. Vous signez les statuts, bien évidemment. Vous publiez tout ça dans une annonce légale. Vous envoyez le dossier au greffe. Et ensuite, le greffe, une fois qu'il a validé votre dossier, il vous envoie votre CABIS. Et là, c'est terminé. Le CABIS, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Et c'est bon, c'est parti. Donc voilà, et comme je vous disais, franchement, se faire accompagner, c'est vraiment super important. Faire les bons choix sur tout ce qu'on vient de se dire, parce que chaque cas est particulier et qu'il n'y a pas de règle unique standard mieux que l'autre. Chaque cas est différent, donc il faut se faire accompagner. Chez nous, quand on crée une entreprise, en tout cas, vous avez systématiquement ce qu'on appelle un rendez-vous projet qui vous permet en fait d'échanger avec un expert pour définir un peu tout ce qu'on a vu ici et même d'autres choses et pour faire en sorte d'optimiser tout ça. Ensuite, on a nos équipes juridiques qui prennent le relais pour rédiger les statuts, vous poser les bonnes questions au niveau juridique pour être sûr que tout soit bien comme il faut, faire bien sûr tous les aspects administratifs, envoyer au greffe et vous avez le CABIS clé en main. Et ça, vous avez un CABIS clé en main, donc sans rien faire et en étant sûr d'avoir quelque chose de propre, de sécurisé et d'avoir fait les bons choix. Donc ça, c'est super important. Vous en ferez des économies parce que vous ferez des économies sur les impôts, sur les charges sociales et sur aussi l'administratif par la suite parce que vous aurez fait les bons choix et parce que vous n'aurez plus rien à modifier.
Et puis, vous éviterez en plus des conflits aussi qui vous coûteront du temps et de l'argent entre associés éventuellement, ou avec l'administration fiscale ou le greffe, si vous n'avez pas fait toutes les choses de manière sécurisée dès le départ. Et ça, on le voit beaucoup trop souvent. Mais franchement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est surtout les modifications a posteriori. Et ça coûte très cher. Modifier les statuts, ça coûte plus cher de modifier les statuts que de les créer. Hein. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres questions dans les questions. Donc n'hésitez pas vraiment pas à aller poser des questions dans les questions si vous en avez. Dans le chat, j'ai un message dans le chat. Peut-on faire une session de part à titre gracieux? Oui, alors c'est ce qu'on appelle, oui, alors c'est à titre gratuit précisément. Ouais. Donc oui, c'est une donation. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Alors je sais pas à quel moment vous avez vu le sujet dans le webinaire là. J'essaye de faire le lien. Mais vous pouvez faire ça, bien sûr. Par contre, ça sera une donation qui va rentrer dans les plafonds de donation, etc. Il faut faire une évaluation d'entreprise, bien sûr, pour connaître la valeur de la part au départ. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre l'antenne. Vous avez nos coordonnées sur la slide qui s'affiche, ça-compte-pour-moi.fr. Vous avez plein de contenus aussi là-dessus, plein de simulateurs pour choisir votre statut juridique, pour choisir voilà, plein de choses pour optimiser votre gestion. Vous pouvez nous écrire sur hello@ça-compte-pour-moi.fr, nous appeler sur le numéro qui s'affiche, nous suivre sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet aussi. Et puis, pardon, si je sais ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Vous allez sur notre Livestorm, sur notre page Livestorm, et vous avez tous les prochains webinaires. On en fait toutes les semaines. Donc, voilà, sur plein de sujets de ce type. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Et dernier point, j'y arrive aussi. On vous envoie le replay automatiquement par mail. Voilà, je réponds à la question d'Anne-Sophie. Vous allez recevoir de suite après par mail le replay, le lien vers le replay, etc. Dès que je vais avoir raccroché. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.